Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout, une émission dédiée à l'élection présidentielle prévue le 12 avril et qui va voir la mobilisation des populations gabonaises disséminées sur l'ensemble du territoire, mais également les Gabonais de la diaspora. On est à quelques heures seulement de l'ouverture officielle de la campagne électorale qui va donc voir la participation de 8 candidats sur la ligne de départ qui vont donc solliciter les suffrages des Gabonais pour élire le prochain président de la République. Une élection présidentielle qui se déroule dans un contexte de transition à la faveur de ce coup d'État, coup de libération mené par les éléments de force de défense et de sécurité regroupés au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions. C'était le 30 août 2023. Autant dire que cette élection présidentielle prévue le 12 avril prochain est l'une des séquences importantes de cette période de transition qui va vers sa fin. On va donc en parler dans cette émission, mais les 8 candidats vont-ils à l'abordage du peuple gabonais avec les mêmes chances? Campagne électorale, le grand 8, c'est le thème principal de cette émission qui voit donc la participation sur le plateau de 3 invités. J'ai le plaisir, le bonheur de recevoir Pascal Nkoulou, analyste, acteur politique. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je reçois également Justin Guizet en sa qualité de président du parti Identité Nationale. Monsieur Guizet, bonsoir. Bonsoir. Je reçois aussi avec plaisir et après plusieurs années Stéphie Olion, il est analyste politique. Monsieur Olion, bonsoir. Bonsoir, monsieur. La dernière fois, je vous ai reçu, c'était en 2009, je crois, lors de la campagne présidentielle de 2009, c'est bien ça? Exactement. Vous étiez déjà là et après, vous avez vaqué à d'autres occupations. Très juste, comme vous le dites. Et là, je suis là pour cette élection importante pour les Gabonaises et Gabonaises après le coup de libération du 30 août dernier. Vous êtes resté évidemment un fait observateur de la vie politique au Gabon. Alors faisons d'abord le point sur les activités menées sur le terrain par les candidats, commençons par Brice Clotaire Oligui Nguema qui continue d'assumer ses charges régaliennes en tant que président de la transition, président de la République, qui a donc procédé à la remise du deuxième lot des 399 taxis dans le projet Taxi Gab pour apporter donc des réponses en urgence au chômage qui sévit notamment en milieu jeune. Brice Clotaire Oligui Nguema qui a mis un point d'honneur à mettre en relief ce projet. Le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, cette fois-ci, évidemment, va ouvrir sa campagne électorale ce samedi 29 mars dans la commune d'Akanda, au stade de l'amitié sino-gabonaise. Autre présence sur le terrain, celle de la candidate, la seule femme engagée dans cette élection présidentielle, Ninga Shining Zenaba, qui a donc hier procédé à la signature d'un code de bonne conduite. C'est une cérémonie organisée par la société civile gabonaise qui a donc engagé les différents 8 candidats à pouvoir respecter ce code de bonne conduite afin qu'il y ait un bon déroulement de cette élection présidentielle. La candidate Ninga Shining Zenaba qui a également été dans le premier arrondissement de la commune de Libreville à Libandeng où elle a tenu à organiser une sensibilisation. Elle a été au contact des populations de ce quartier situé dans le premier arrondissement de la ville de Libreville. Et notre candidat aussi sur le terrain, Alain-Claude Bilibinze, lui était avant évidemment était dans le quartier Sotega, au contact là aussi des populations. Il a dit lui n'est pas être prêt à organiser des grands meetings. Il privilégie lui la proximité. On va peut-être en parler dans l'émission pour savoir si c'est un choix stratégique. Il a également conçu des affiches de campagne. On peut avoir cette affiche présente évidemment sur les réseaux sociaux afin de pouvoir situer les populations gabonaises sur sa participation à l'élection présidentielle. Alors, Monsieur Stéphie Olion, on vient donc de voir ces 3 candidats, ils sont 8 au total sur le terrain. La sensibilisation, la proximité choisie
par certains candidats, c'est une stratégie aussi qui compte sur le plan électoral, des campagnes électorales. Oui, évidemment, vous savez qu'il y a d'abord eu une phase préparatoire, c'est-à-dire la pré-campagne où certains candidats, notamment M. Alain-Claude Bilivisé, ont sillonné tout le Gabon. Donc c'était déjà la campagne et là, c'est une autre stratégie qu'il adopte, celle de la proximité, du porte-à-porte. C'est lui qui définit ou détermine sa stratégie électorale. Je crois que c'est une bonne chose, le porte-à-porte, parce que les meetings, c'est beaucoup plus festif. Et on n'est pas sûr que tous ceux qui participent à des meetings vont forcément voter pour tel ou tel candidat ou le candidat pour lequel ils se présentent, ils vont regarder ou soutenir lors de ces meetings. Donc le plus important, c'est de savoir que telle personne est inscrite, ou on a tel nombre d'inscrits, et que ces gens-là, il faut être sûr qu'ils votent pour soi. Et donc, les stratégies elles sont fiables, elles sont abordables, elles sont pour les uns et les autres légitimes. Gisèle Guizet, évidemment, ces campagnes de proximité, le porte-à-porte, le contact avec les Gabonais dans les quartiers, c'est une façon d'emmener le discours au plus proche de l'électeur. Le porte-à-porte est une stratégie qui a souvent porté en politique. C'est même la stratégie idéale. Parce que quand vous organisez des grands ensembles, la première réalité à laquelle vous serez confronté, c'est de payer le transport de ceux qui viennent assister, c'est de donner les billets de 2000, 5000, donner un coca, un sandwich. Et généralement, ces personnes qui arrivent ne sont pas toujours enrôlées sur les listes électorales. Il y a ce frein. Si vous voulez toucher stratégiquement l'électeur, il faut aller dans son fief. Et je pense que les candidats qui sont en train d'adopter le porte-à-porte aujourd'hui comprennent la réalité qu'il y a derrière le fait de se rendre au domicile des candidats. Il y a un autre aspect psychologique qui n'est pas négligeable. Parce que quand vous vous rendez chez quelqu'un, vous vous rendez à son domicile, vous vous installez dans son salon, vous créez là un lien étroit qui fait en sorte que le jour du vote, cette personne a la possibilité de dire qu'elle avait pris de son temps pour se rendre chez moi et je pense que je peux me permettre de lui accorder ma voix parce que s'il est élu demain, il pourra éventuellement revenir. Donc il y a ces ensembles-là qui permettent au départ de créer la proximité, de créer le contact, de créer une familiarité par rapport au porte-à-porte. Mais par contre, les discours, les meetings de grandes envergures, des causeries, ne touchent pas l'électeur dans son fond intérieur. Parce que ce sont des organisations de masse et très souvent, au sortir de là, on a même des gens qui enlèvent les t-shirts, qui les balancent parce qu'ils ne sont pas forcément vos électeurs. Donc, en conclusion, le porte-à-porte, c'est l'idéal. Ça vous permet d'échanger directement avec les populations. Ça vous permet de les écouter parce que les populations aujourd'hui ont besoin d'échanger directement avec les candidats afin certainement d'aménager ou d'apporter des éléments complémentaires sur leur projet de société qui est en création. Pascal Koulou, est-ce que le lien affectif dont parle Gisèle Guizet à quelques heures de l'ouverture d'une campagne ou pour une campagne électorale qui va durer 2 semaines seulement peut être fort? Est-ce qu'on peut arriver à inverser la courbe? Est-ce que d'ailleurs ceux qui privilégient davantage cette stratégie de porte-à-porte de la proximité ne le font pas justement parce que ils n'ont pas peut-être la surface financière nécessaire qui leur permettrait d'organiser des grands rassemblements? Il faut dire que par essence, l'être humain de façon générale est beaucoup plus sensible à des questions
personnel ou individuel. Et lorsque vous êtes candidat à une élection, si vous serrez la main à un électeur, l'impression que vous lui donnez de la valeur, vous le considérez, et il est beaucoup plus enclin à mieux vous écouter. C'est d'autant beaucoup plus évident que lorsqu'il vous permet de rentrer chez lui. C'est lui qui vous invite à rentrer dans sa maison et vous offre un siège pour vous asseoir. C'est la différence qu'il y a lorsqu'il y a des grands meetings où on invite les lecteurs ou les citoyens à s'asseoir et on fait un certain nombre de choses. Mais là, vous êtes dans une somme d'intimité. C'est un cadre familial. Vous allez voir des enfants, vous allez voir peut-être l'épouse et vous êtes dans un environnement fraternel. À la limite, vous sortez du cadre politique et votre discussion est une discussion fraternelle sur les enjeux politiques, justement. Et vous lui reprécisez quelle est l'importance de son engagement. Bon, évidemment, vous tirez la couverture, vous voyez ça en essayant d'expliquer au mieux les détails qu'il n'aurait pas pu appréhender dans les meetings ou les grandes causeries que vous avez organisées pour lui permettre de s'approprier et d'être capable de se faire un relais important de votre ambition. C'est d'autant beaucoup plus important que lorsqu'on a une élection comme l'élection présidentielle, vous voyez le chef de l'État, Brice-Clotaire Luguingema, candidat, et serre les mains, discute avec des gens. C'est parce qu'il leur transmet également sa passion et quelquefois son élan. C'est cette dynamique relationnelle qui fait en sorte que des personnes qui n'étaient peut-être pas engagées sur le plan politique en termes de militants partisans puissent se dire « Oh, cet homme-là m'a honoré, en venant chez moi, il m'a écouté. » Parce que c'était sur ça l'avantage de ce type d'initiative, parce qu'on prend le temps d'écouter. Vous n'interrompez pas quelqu'un dans son salon, il vous explique des choses, vous les comprenez, il vous montre la réalité, et cette réalité peut avoir une possibilité de créer une sorte d'osmose, parce que si vous rentrez dans une maison de quelqu'un qui est très modeste, je vous assure, ça fait mal. Vous dites, moi, j'ai pas ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mes enfants vont pas à l'école, ou bon, j'ai tel enfant qui est malade, vous allez le voir coucher. Vous le touchez, vous sortez de là, vous êtes transformé. Et ça peut amener effectivement à revoir l'élan politicien avec lequel on peut... sauf que, oui, allez-y, c'était sur Sauf qu'il faut quand même mettre un bémol dans... cette stratégie de porte-à-porte, on ne peut pas faire une campagne uniquement basée sur du porte-à-porte. Libreville est vaste avec... enfin, c'est le Gabon d'ailleurs. Non, déjà, seulement Libreville. Libreville, c'est 40% du corps électoral. L'élection se gagne à Libreville et nulle part ailleurs. Les autres provinces ne font que se greffer. Vous avez 2 ou 3 autres provinces sur lesquelles vous remportez l'élection, vous remportez l'élection présidentielle. André Bobam a fait ce calcul-là, il a dit, concentre les forces à Libreville. Libreville, c'est 40% du corps électoral. Dès que vous avez gagné Libreville, vous prenez 2 ou 3 autres provinces, vous avez gagné. Le porte-à-porte a ceci d'handicap, ou l'handicap que le porte-à-porte pourrait avoir, c'est que vous ne pouvez pas toucher, même seulement dans un arrondissement ou dans un quartier, vous ne pouvez pas toucher tous les habitants de ce quartier. Donc vous voyez, c'est assez réducteur. Or, c'est vrai que les meetings, comme je le dis, les meetings c'est beaucoup plus festif, parce qu'il y a beaucoup de choses dans des meetings, mais le message peut passer parce que le meeting n'est que le rassemblement de personnes qui convergent, qui ont des idées convergentes, donc qui vont dans le même sens. C'est vrai qu'il y a souvent des gens qui n'ont rien à y voir, c'est-à-dire comme l'a dit M. Guizet, au terme d'un meeting, on voit bien, on enlève les t-shirts, on les balance et tout, parce que on n'est pas forcément... Est-ce qu'il faut voir le meeting sous le prisme d'un carnaval, d'une kermesse? Mais les meetings, c'est des shows, même dans les grandes démocraties, aux États-Unis, en France et tout. Vous avez vu l'élection présidentielle, les meetings, c'est des shows. Donc, et les meetings ont cet avantage d'impacter aussi le moral des candidats, des adversaires. Le meeting, certainement, de demain, on attend au stade d'Angondje plus de 30 000 personnes. C'est un impact. Ça va impacter. Alors,
30 000 personnes, évidemment, c'est le nombre de personnes qui est supposé être physiquement présent au stade de l'amitié sino-gabonaise d'Angondje, mais on sait évidemment qu'il y a les moyens de communication dont les candidats peuvent se servir pour davantage toucher un large spectre, parce que les meetings peuvent être retransmis un meeting à la télé, à la radio, sur les plateformes numériques. Donc on touche davantage de personnes aussi. Oui, c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire ces derniers temps que les réseaux sociaux sont devenus un véritable baromètre politique. Pas seulement au Gabon. Parce que vous avez la possibilité de jauger de votre popularité à travers seulement les réseaux sociaux. Exactement. Sur 10 jeunes, seuls 2 regardent peut-être la télévision aujourd'hui. Ils sont plus coachés dans les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen de transmission d'informations très efficace. Quand on aborde la question du porte-à-porte, la proximité, c'est comme ça qu'on l'appelle, elle est faite de telle sorte que généralement on cible des zones qui ne sont pas des zones acquises à notre cause. Parce que quand vous allez dans un quartier, vous vous dites, la rive gauche, c'est une rive acquise. À partir de là, je peux organiser des causeries dans ces zones, parce que je rassemble les miens. Mais la rive droite est une rive mitigée. Il faut aller au contact des populations. Et quand on va au porte-à-porte, ce n'est pas seulement le candidat qui y va, forcément. Le candidat a des équipes. L'équipe du candidat Ansela Pambo, l'équipe B va dans telle ou telle zone. Il faut rencontrer les populations. Et quand on rencontre ces populations dans leurs différentes maisons, nous allons effectivement rencontrer des personnes très réceptives tout de suite. Nous cochons. Nous allons rencontrer des personnes réfractaires. À partir du moment où nous rencontrons les réfractaires, nous avons l'obligation de faire venir le candidat pour dire dans telle zone, nous avons rencontré une certaine résistance. Donc il faut faire venir le candidat. Et là, il peut venir. Maintenant, c'est au sortir, je pense que ceux qui ont mis l'accent, ceux qui mettent l'accent sur le porte-à-porte, sur la proximité, n'ont pas dit qu'ils excluaient les grandes rencontres. C'est une des stratégies. C'est une des stratégies. Évidemment. Donc, en gros, aujourd'hui, il faut venir à la télé. Il va falloir que les médias fassent leur travail. C'est comme le reportage que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Vous n'avez présenté que 3 candidats. Il est question que vous fassiez un effort pour présenter l'ensemble des candidats. Il est surtout question aussi que les candidats fassent l'effort d'eux-mêmes de développer leur plateforme numérique. Ça nous faciliterait la tâche. Il est aussi, ces candidats ont des équipes de communication. Il est aussi de votre ressort. C'est aussi cela le travail des journalistes. Non. Allez chercher l'information. Allez auprès des candidats. Non, tous les médias n'ont pas les mêmes moyens. Au même titre que les acteurs politiques n'ont pas les mêmes moyens, au même titre que tous les médias au Gabon n'ont pas les mêmes moyens. Vous avez les moyens, les médias du service public qui sont suffisamment soutenus, accompagnés par l'État. Les privés se débrouillent comme ils peuvent. Mais évidemment que les candidats eux-mêmes doivent faire l'effort de pouvoir s'entourer des équipes de communication. Pambo, les informations que vous avez présentées, on les a prises sur les plateformes des candidats. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire que si on avait trouvé des images d'Alain Simplice Bungueres, d'Iloko Boursengi, qu'on a déjà d'ailleurs diffusé parfois, d'Yvon Thierry, Michel Ngoma, on les aurait diffusés sans problème. Il y en a. Parce non, que moi, j'ai fait un effort de parcourir les candidats. Il n'y en a pas. Non. Le point soulevé par... Ce n'est pas une affaire de le point soulevé par Guizet est normal. On est dans le cadre de l'équilibre d'information. Et M. Pambo, ce qu'il dit est d'autant plus important que avec le début, l'ouverture de la campagne, vous devez être neutre, vous devez mettre les candidats sur le même pied des stades, sur le même pied d'égalité. C'est ce que nous faisons. Non, et je rappelle quand même que... Non, vous ne dites pas que vous le faites. Non, parce que là, il y a un reproche qui vous est fait que nous n'avons eu que 3 candidats et vous nous avez donné... Est-ce que je peux aller au bout de l'explication? Bon, maintenant, je vous explique. Tous les médias, je reprends l'explication, tous les médias n'ont pas les mêmes moyens de déploiement sur le terrain. Il y a des grands médias qui ont des subventions de l'État, qui sont
suffisamment nantis en termes de personnel et de moyens techniques, ils peuvent facilement se mouvoir. Encore que ces médias-là même, parfois n'arrivent pas à pouvoir couvrir l'ensemble des activités de tous les candidats. Après, la loi au Gabon en ce qui concerne la couverture optimale d'une élection, notamment présidentielle, oblige aux médias de service public, de pouvoir faire un effort extraordinaire pour garantir à l'ensemble des candidats un accès équitable dans les médias de service public. Donc, mais moi je fais, en tant que média privé, je fais l'effort, mais comme je vous l'ai dit, si on avait été aidé dans ce sens par les équipes de communication, parce que c'est ça aussi, ces candidats doivent aujourd'hui, Ghislain Guizet a relevé un fait. La réalité, c'est qu'il revient aux candidats de s'attacher les services des médias privés. Ça se fait partout, c'est même dans les pays de grande médias démocratie. publics qui sont tenus. Chaque parti a un service presse. Hein, Oui. La haute autorité pour avoir un temps équitable d'accès aux médias. Ça, c'est les médias publics. Les structures privées sont des structures privées. En principe, les bons candidats, donc les candidats construits, devraient acquérir des contrats de couverture médiatique pour que l'ensemble de leurs activités soit effectivement vu par le public comme il le souhaite. Moi, je crois que si moi, j'ai ma chaîne de télévision, écoute, je ne vais pas aller courir derrière un candidat alors que j'ai des charges et tout ça. Il faut qu'il accepte et construise un contrat. Ce n'est pas sur ce format. Je vous dis ceci. Nous avons 8 candidats en lice. Si vous prenez des images pour faire de la publication, prenez les images d'ensemble. Mais non, mais est-ce que vous comprenez la difficulté? Je termine, je comprends votre... Non, apparemment non. Je vous prends un exemple. Vous avez les images d'Iloko, vous nous l'avez dit tout de suite. Mais ça a déjà été diffusé, c'est pas la première émission. Il faut les rediffuser, mais puisque non, vous avez fait la liste. S'il vous plaît, vous n'allez pas reprendre mon métier, s'il vous plaît. Non, je vous explique. Oui. C'est un programme qui est diffusé quotidiennement. Donc, ce n'est pas de façon systématique qu'on diffuse dans chaque émission des images de tous les 8 candidats à chaque jour, fois. Vous diffusez bien les images du président de la République. Mais je crois écoutez, mais pourquoi pas les autres? Écoutez, je crois bien que dans cette émission, on vient de diffuser. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une réponse toute logique. Non, il ne faut pas confondre. Monsieur Koulou, non, la question que je n'ai pas posée. Monsieur Guizet, là on vient de voir le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Oui. Ninga Shining, oui. Je crois qu'elle n'est pas du même bord politique à l'école Bilibizé. Oui. Alors, ces 2 candidats qui sont opposés à lui en termes de parité, est-ce qu'il y a des parités? Je ne parle pas là de bord politique ou d'opposition à qui que ce soit. Vous parlez de quoi? Je vous parle de la ligne. Nous avons 8 candidats. Si vous avez déjà on va évoluer parce qu'apparemment, on ne se comprend pas. Locaux une fois, comme vous l'avez déjà fait une dizaine de fois pour le président de la République, remettez les images d'Iloko. Mais il faut que les Mais c'est pour moi que je n'organise pas moi les meetings d'Iloko. Nous sommes dans le champ des responsabilités. Vous n'allez pas demander aux médias de pouvoir organiser des causeries à la place des candidats eux-mêmes. C'est une entreprise. Une entreprise produit de l'argent. Donc, si vous êtes candidat aux élections, il faudrait d'abord que vous-même vous attachiez des services de communication. Non, le débat n'est même pas à ce niveau. Non, mais je crois que on a vu, nous a donné des explications. On a vu sous d'autres cieux des partis politiques bien organisés qui ont des services de presse, qui filment, qui parfois même interdisent aux médias traditionnels de filmer. Ils filment eux-mêmes et ils mettent à la disposition des médias ces images. C'est faisable. Donc les candidats eux-mêmes peuvent avoir leur communication filmée et remettre aux médias. On les diffuse. C'est faisable aussi. Ça se fait. Sous d'autres cieux, ça se fait. Donc ça peut se faire au Gabon. Voilà. Donc maintenant, ce qui est demandé, évidemment, aux médias de service public, je le dis une fois de plus, c'est de tout faire pour qu'il y ait un accès équitable des candidats. Mais ça, c'est la loi, c'est encadré. Les médias de service public. On continue l'émission. On va aborder cette fois-ci un autre élément, toujours en rapport avec cette élection présidentielle qui va s'ouvrir, dont la campagne électorale va s'ouvrir dans quelques heures seulement. La mobilisation, évidemment, sur le terrain des candidats. Avant d'ailleurs cette mobilisation, on va d'abord vous faire voir cette vidéo
la réaction de quelques jeunes de la ville de Koulamoutou qui ont tenu à s'exprimer. C'est une énième dénonciation, puisque dans notre édition d'information d'avant-hier sur les antennes de Télé Africa, nous avons diffusé un reportage envoyé par notre correspondant dans la ville d'Oyem, dans lequel il y avait des récriminations de certains Oyémois au sujet de la composition de l'équipe de coordination de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Apparemment, ça graisse des dents dans certains coins de la République. On regarde cette vidéo, on revient derrière. Bonjour peuple gabonais, c'est Quentin Trump, le guerrier pauvre de Bolobia. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo pour m'adresser au président de la transition, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Merci. Monsieur le président de la transition, le 30 août, vous avez pris le pouvoir face aux pélégistes qui ont maltraité les Gabonaises et les Gabonais depuis 65 ans aujourd'hui. Mais monsieur le président de la transition, nous constatons que ces mêmes pélégistes que vous avez renversés, particulièrement dans le Gouelolo, sont coordonnateurs de votre campagne. Nous, jeunes conscients, nous, jeunes qui avons lutté contre ce système, depuis plus petit jusqu'à présent, nous sommes, monsieur le président de la transition, si et seulement ces pélégistes que nous avons vus sur la liste là, les coordonnateurs pour gérer votre campagne ici là, dans le Gouelolo, monsieur le président, des grâces, monsieur le président, si c'est avec eux, vous ne serez pas élu dans le Gouelolo. Et si c'est le pourcentage que vous cherchez, le 100%, ça ne va pas exister. Jamais. Ça ne va pas exister. Monsieur le président de l'élection, le référendum, nous avons voté. Voilà, vous venez donc d'écouter cette réaction de ce groupe de jeunes de la ville de Koulamoutou, Stéphie Olian. Doit-on balayer d'un revers de main ces propos? Doit-on les considérer? Est-ce qu'il y a un réel problème à ce niveau-là, du moins pour ce qui concerne le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, en ce qui concerne la présence des membres du Parti démocratique gabonais, parfois des hautes responsabilités dans les différentes coordinations de sa campagne? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que avant le 30 août, le PDG est censé être la première force politique du Gabon, implantée sur l'ensemble du territoire national et même à l'extérieur. Et le président de la République, candidat aujourd'hui, Brice Clotaire Oligui Nguema, a toujours prôné l'inclusion, l'inclusivité. Comment va-t-il en campagne? Le PDG n'ayant pas présenté de candidat et le PDG qui a décidé de le soutenir, qui, avant le 30 août, pour me répéter, serait la première force politique, il faut faire avec tout le monde. C'est son, dit son nom, il faut les entendre, mais ils représentent qui? Parce que quand on veut se faire entendre, je crois que c'est vrai qu'on va dire ils étaient à peine 7 ou 8, je n'ai pas compté. Est-ce qu'ils sont représentatifs des jeunes de Logoué-Lolo ou ce sont leurs représentants? Personne ne sait, mais tout le monde se retrouve dans les différentes coordinations qui sont mises en place parce que ces personnes ont l'électorat derrière elles et le président veut faire avec tout le monde. Il fait avec tout le monde depuis le 30 août, que ce soit avec ceux qui étaient dans l'opposition radicale, que ce soit la majorité. Quand vous regardez au sein des institutions, au sein du gouvernement, et même dans la haute administration, vous voyez qu'il y a cette volonté réelle et pratique qui a emmené le président à faire avec tout le monde. Donc il faut les entendre, il faut écouter ce que ces jeunes disent, mais je crois que leurs propos sont un peu exagérés. Le président de la République aura un fort aura un fort pourcentage dans la province de Logoué-Lolo, c'est une certitude. Ghislain Guizet, alors, comment vous réagissez justement à l'écoute de ces propos de ces jeunes qui dénoncent un fait dans la province de Logoué-Lolo? Je faisais mention de ce reportage diffusé dans le journal de Télé Africa en provenance d'Oyem, où il y avait
pas spécifiquement des points ou un doigt accusateur sur le Parti démocratique gabonais, mais surtout sur le fait que généralement, lorsqu'il y a des activités qui sont organisées à l'échelle nationale et qui doivent être transposées en province, les choses sont souvent bouclées à Libreville, à la capitale, sans tenir compte des avis de ceux qui sont sur le plan local, qui ne font que subir plus ou moins ce qui leur est imposé. Écoutez, le premier constat personnel que j'ai fait depuis que j'ai fait mon bout de chemin en politique, c'est que des gens s'expriment souvent de la sorte par procuration. Généralement, quand vous voyez un groupe de jeunes se manifester, comme nous l'avons observé, par derrière se cachent des mains noires qui n'ont pas le courage de s'exprimer et qui exposent des jeunes pour dire allez-y dire ci ou ça. Ça, c'est de un. Deuxièmement, les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas de génération spontanée. Ce n'est pas parce que nous sommes en période de transition qu'on pense que tout peut être fait au claquement de doigts. Ce n'est pas possible. Je m'en vais rappeler aux Gabonais que depuis plusieurs années, depuis plusieurs échéances, le seul ou l'un des rares partis politiques qui a enrôlé les gens dans les listes électorales, c'est le PDG. Au moment où certains grands leaders de l'opposition appelaient parfois au boycott pour ne pas prendre part aux élections législatives ou locales, le PDG, contre vents et marées, malgré leur façon de faire parfois, ce sont les bœufs votants. On charge des gens dans les bus, on les amène à l'intérieur pour les enrôler. Mais c'était des Gabonais enrôlés, quel que soit le format. Dans la mesure où le fichier électoral n'a pas été mis à plat, parce que c'est la proposition, nous avons demandé cela. AU et ADIA, nous avons demandé à ce que le fichier électoral soit mis à plat, parce que si on a réussi à mettre la Constitution à plat, il fallait mettre à plat le fichier électoral. C'était effectivement pour éviter ce type d'errement. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le fichier électoral actuel répond à plus de 50% de la volonté des pédégistes, parce que c'est eux qui ont souvent enrôlé les gens. Et de 3, le PDG a été jusque-là l'une des seules écoles politiques, je le dis, je ne suis pas PDGiste. Le PDG au pouvoir, quand une opposition se forme, il est formé des anciens PDGistes. Parce que depuis plusieurs années, le PDG a été le parti unique. Donc, l'élite du pouvoir aujourd'hui ressort toujours du PDG. Je pense qu'au lieu de passer par des formats qui sont des formats totalement aux antipodes, il est question de demander l'insertion des uns et des autres pour ceux qui veulent bien intégrer les coordinations qui ont été mises en place par le président. Parce qu'on le veut ou non, ça aussi nous n'arrivons pas à l'intégrer. C'est le président qui est candidat. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est candidat et personne d'autre. À partir du moment où il conçoit ces coordinations, mais si vous ne vous retrouvez pas dans ces coordinations, ne passez pas au forceps. Monsieur le Président, bon, je veux bien vous accompagner. Voici ce que j'ai la possibilité d'apporter. Ça s'arrête là. Ne montez pas au créneau pour dire, ben, écoute, tu dois forcément me mettre dans une telle ou telle coordination. Ça ne passe pas comme ça. Parce que demain, les résultats, qu'ils soient bons, ou qu'il soit mauvais, le seul qui répondra de ce qu'il sortira des urnes, c'est le candidat. Pascal Nkoulou, Ghislain Guizet vient de le dire, il n'y a pas de génération spontanée, mais le Parti démocratique gabonais, c'est le parti déchu, que ses hauts cadres, certains de ses militants se retrouvent à conduire parfois des coordinations pour faire la campagne au compte du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce que vous comprenez ces dénonciations qui sont faites par certains?
Je pars du principe que l'élément fondamental de la démocratie, c'est avoir la maturité conséquente pour accepter qu'il y ait une autre alternative. Les PDGistes, pour ne pas l'avoir compris, pendant de longues années, en forçant uniquement sur leur vision des choses, ont gouverné de manière à ce qu'à terme, les Gabonais ont décidé de rompre. Mais ça aussi, c'était une démarche démocratique. Je crois que l'élection présidentielle de 2023 l'a clairement démontré en disant que les Gabonais avaient fait un choix. Je crois que ce choix reste valable. Aujourd'hui, si on a considéré la venue de Louis Nguema et l'ensemble des forces vives de la nation qui concourent à son maintien à la tête du Gabon, c'est effectivement parce que les Gabonais s'inscrivent dans cette forme de rupture. À ce moment se pose la question de savoir comment donc permettre que Louis Nguema soit entouré de politiques qui répondent à la vision et aux attentes des populations. Il n'y a pas d'autre format, il faut rester dans les formats démocratiques. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Visiblement, Louis Nguema fait place de galactique au niveau de cette élection présidentielle de 2025 par rapport aux autres candidats. Il va certainement être élu président de la République. Après l'élection présidentielle, il y a les élections intermédiaires qui permettent de meubler le champ politique avec les députés, les sénateurs, les maires. Et là, je crois que si les Gabonais pensent que le PDG n'a pas été conséquent avec son engagement de défendre, de promouvoir, de régénérer la félicité, un peu ce qui est le champ de Louis Nguema aujourd'hui, c'est aux Gabonais d'attendre ce moment pour le leur faire comprendre. Parce que, vous savez, on ne peut pas être démocrate et dire tel n'a pas le droit de s'exprimer. Non, je donne mon opinion, il donne la sienne, et ce sont nos censeurs, c'est-à-dire c'est le citoyen gabonais qui va censurer, mais en utilisant les outils que la loi lui donne, mais également aussi le cadre, c'est donc la République et la démocratie. Je crois que tout le monde a quelque chose contre quelqu'un d'autre. Il faut simplement savoir à quel moment cette colère saine, parce qu'elle est saine cette colère, le fait de se dire, bon, nous avons souffert, c'est vrai, nous avons été réduits à des conditions difficiles que nous ne voulons plus, c'est normal, il faut pouvoir l'exprimer, il faut choisir le cadre pour que ceux qui portent la responsabilité des situations décriées reviennent sur un format politique plus responsable. Il faut attendre donc pour cela les élections législatives. Je voulais terminer rapidement en disant, on fait rapidement le lien en disant, le président a meublé, plutôt le candidat Lugui a meublé ses coordinations de préjudice. Non, le président a laissé construire des soutiens autour de sa candidature. Quand vous êtes candidat d'élection, vous ne rejetez personne. Vous procédez à l'inclusion. Et le format de Louis Nguema, c'est de faire dans l'inclusion. L'inclusion n'est pas une inclusion partisane. L'inclusion n'est pas une inclusion visant à relever un quelconque étiquette. Lui-même est candidat indépendant. Donc, il faut que les Gabonais fassent la différence entre l'élection présidentielle, ceux qui veulent voter au Lugui, pour le voter lui, et lui laisser la latitude d'apprécier leur réaction révolutionnaire, donc de colère, au niveau des élections législatives. Si à ce moment, ayant été battu aux élections, parce que le choix des Gabonais sera tranché et visible, le président s'autorise de relever ceux qui ont été rejetés par la voie des urnes. À ce moment, on pourrait lui porter quelques griefs. Mais pour l'instant, c'est d'abord son élection et les Gabonais, de manière majoritaire, participent à le voir conduire la destinée du Gabon sur ces années encore. Je crois que moi, c'est la logique la plus simple à observer. Stéphie Olian, alors l'élection présidentielle, c'est le 12 avril prochain. C'est dans quelques heures seulement que la campagne électorale sera lancée, ce 29 mars, samedi 29 mars, sur l'ensemble du territoire et même dans la diaspora, évidemment, puisque les Gabonais de la diaspora sont appelés aussi à élire le prochain président de la République. Donc, les candidats, on les connaît, ils sont 8. On les a déjà vus remettre depuis quelques semaines maintenant l'ouvrage sur le métier. Alors, est-ce que le cas du candidat Stéphane Germain Iloko Boussengi crée une sorte de confusion ou de flou chez vous entre quelques aspects de ses idées forces qu'il met en relief et surtout le fait d'insister sur un discours un peu
communautariste ou communautaire, en se présentant comme étant le candidat du Sud, du Grand Sud, en appelant tous les sudistes à s'unir, à le voter, mais également en appelant tout le corps médical à se mettre derrière lui, puisque le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est général de brigade, soutenu par les forces de défense et de sécurité, mais il estime que lui, médecin, devrait également être soutenu par l'ensemble du corps médical au Gabon. Est-ce que c'est un discours flou comment vous le percevez? Non, d'abord, il faut dire que c'est un discours pour moi comique, hein, un peu humoristique même et tout, de la part du président Iloko. Il faut dire que ce qu'il dit n'est pas dénué de tout fondement, mais ce ne sera pas le cas le concernant. L'élection présidentielle, nous les avons vues, nous avons participé à certaines élections présidentielles, 93, 2005, 2009, 2016, 2023. Les élections présidentielles, c'est d'abord des élections partisanes. Elles sont communautaristes. Nous avons vu en 2009, tout le Wellington a voté pour le candidat Feu André Bobam. Tout le Wellington. Et les provinces dans lesquelles les fonds se trouvaient ont voté également pour lui. En 93, entre Omar Bongo et Mbabe Sol, ça a été la même chose. En 2016, la même chose. Les ténors de l'opposition qui n'avaient pas présenté, parce qu'il n'y avait pas un candidat fond, ont tous soutenu M. Jean-Ping. Ce que le docteur Iloko dit est logique, mais le Grand Sud ne suivra pas, ne soutiendra pas, ne votera pas pour lui, parce que tout le monde sait que le candidat de tous les Gabonais, qui fait l'unanimité, c'est M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Ça, c'est une certitude. Donc, c'est un discours pour moi un peu comique. Alors, certitude par rapport à l'adhésion populaire? L'adhésion populaire, les actes qui ont été posés, les réalisations. Moi, je suis contre l'expression bilan du candidat Oligui Nguema et du CETRI. Ils n'ont pas de bilan. Ils ont une floraison d'action en faveur des populations gabonaises. Il n'est pas élu. Ils n'ont pas de mandat. C'est les 7 prochaines années où on demandera un bilan au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, qui sera vraisemblablement élu. Le seul inconnu, ou la seule inconnue aujourd'hui, c'est le score, le taux de participation, d'une part, et le taux qu'il obtiendra, le pourcentage, autant pour moi qu'il obtiendra. Il sera élu, il n'a pas d'adversaire, lui-même il l'a dit. Et son adversaire, comme il a bien défini, comme il a bien pointé, ses adversaires, ce sont les préoccupations des Gabonais. Les routes, les hôpitaux, les écoles, le bien-être des Gabonais. C'est ça. Et c'est ce que le PDG n'a pas pu faire depuis plus de 60 ans. Alors, bien sûr, on attend avec impatience les projets de société de 8 candidats engagés dans cette élection présidentielle afin qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, puisque l'élection présidentielle, on l'a dit quand même, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Mais il faut bien évidemment que cet homme aille au-devant du peuple avec un projet explicite. Ghislain Guizet. Oui, c'est d'autant plus important que je me permets de ne pas partager l'avis de mon frère Olian qui dit que le président Oligui n'a pas un bilan. Non, il a un bilan. À partir du moment où vous gérez un bien public, à partir du moment où vous votez un budget de fonctionnement, à partir du moment où vous faites voter une loi des finances, vous avez un bilan. Parce qu'on peut dénuer ou on peut refuser à quelqu'un de faire un bilan quand il sort l'argent de sa poche. C'est là où on peut te dire, on peut t'exonérer d'un bilan. Mais si
tu gères le pays avec le bien du contribuable durant plusieurs années, même si c'est en quelques mois, tu dois faire le bilan, parce que ce que tu gères ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour rien qu'on parle souvent de bilan à mi-chemin. Et là, les populations pourront commencer à se poser un certain nombre de questions sur qu'est-ce qui a été fait, avec quels moyens, combien avait été décaissé, est-ce que ça devrait coûter ça? Parce qu'aujourd'hui, il va falloir que l'on intègre la notion de l'interrogation. Depuis plusieurs années, le Gabonais est complètement passé out sur ces questions. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, les Bongos ont fait un travail de telle sorte qu'ils avaient réussi à implémenter dans la tête des Gabonais que le Gabon était leur propriété. Du coup, tout est resté mythe dans notre pays. Le fait d'interroger le président de la République pour dire, mais ce que tu as fait là, est-ce que tu devras le faire? Non, tout de suite, vous étiez catalogué comme un opposant, alors que le secret n'existe pas à la tête de l'État. Un ministre de la République, le dernier des Gabonais, doit savoir combien il gagne, quels sont les avantages, l'argent du contribuable est utilisé comment. En gros, le président a droit, pas a droit, le président a un bilan. Maintenant, par derrière, j'écoute effectivement certains dire le président serait élu cash. Mais ça n'aide pas. Ce n'est pas un problème de doute. Ça n'aide pas le président. Et c'est même un format qui ralentit les efforts que ce dernier pouvait faire en plus. Parce qu'il y en a qui se permettent de dire non, tu serais élu cash. Donc, même s'il y a des efforts supplémentaires que ce dernier pouvait apporter, la preuve aujourd'hui, moi personnellement, je déplore. Je comprends que ce n'est pas une politique, donc on peut l'excuser à ce niveau, mais son expression après plusieurs mois, qui parle du j'ai fait, j'ai donné, j'ai fait, j'ai donné, ça rentre effectivement dans le droit fond de ceux qui lui disent chaque jour, oh non, ne t'inquiète pas. Le comble, c'est que les présidents comme Ali Bongo ont payé le prix fort avec cette expression. Parce qu'ils étaient entourés de personnes qui leur disaient, mais vous avez vu ce que nous avons fait comme mobilisation, mais Ali Bongo mobilisait des centaines de milliers de personnes. Mais je m'en vais vous dire qu'il y en a qui n'arrivent pas à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Ali Bongo échoue aux élections. Mais ce sont les militants pédégistes là, qui votaient contre Ali Bongo. Ce sont les militants qui votaient parce que la première grogne, si vous observez bien, la première grogne politique dans notre pays, elle sortait de l'intérieur du PDG. Donc en gros, il ne faut pas que les gens restent focus sur des mobilisations politiques qui sont faites. Parce qu'au finish, elles ne répondent pas toujours à la demande exprimée. Oui, Pascal Koudou. Simplement pour dire qu'il faut tout de même rester dans le contexte. Il est vrai que ce serait une erreur grossière pour un candidat à une élection de se fier uniquement à la présence massive des populations au cours des meetings. Parce que dans les meetings, il y a des pourcentages que tous les communicants politiques connaissent. C'est-à-dire vous avez à peu près 30% de convaincus, vous avez 30% de curieux, puis bon, 30% de personnes anonymes qui écoutent, mais bon, sans véritablement s'engager. Donc on ne peut pas se fier à ça. Par contre, ce qui se passe actuellement au Gabon est une situation unique. C'est-à-dire l'engagement des populations pour Olugui n'a pas été déterminé par une orientation politique. C'est un engagement individuel. Chaque Gabonais se lève pour dire cet homme a démontré une situation de courage, d'engagement personnel. Parce que, vous savez, lorsque l'on voit Olugui, les gars ne voient pas l'homme, ils voient celui qui apporte de nouveau la dose d'espérance, la dynamique citoyenne qui permet aux Gabonais de se réapproprier les raisons de croire en la République. Donc, personne ne peut... C'est à la fois interne, mais c'est cette expression de chaleur en termes d'engagement que les Gabonais expriment au travers des mobilisations. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un contraste entre la mobilisation des associations et l'engagement des partis politiques. Parce qu'on voit bien que la candidature de Olugui est portée
par le peuple gabonais. C'est un galactique. C'est-à-dire, il l'amasse et rassemble dans toutes les catégories, mais également sur tous les plans sociaux. Et c'est par rapport à M. Iloko qui dit on va avoir le soutien des militaires, lui souhaite le soutien des médecins. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les militaires, l'armée est un corps. Et lorsqu'on y est, on appelle les frères d'armes. Vous vivez un certain nombre de situations qui vous fédèrent. Vous êtes répondants les uns des autres, des conditions. C'est la même chose pour le corps médical. Non, c'est pas la même chose. Lorsque vous faites... Non, monsieur, restons dans le champ. Non, c'est un corps. Les militaires... Mais ils n'auront pas, monsieur Ilobo, c'est vécu comme ça à travers le monde entier. Du corps médical. L'esprit de solidarité militaire n'est vu et ressenti que dans ces différents corps. Il y a effectivement le corps médical, mais je vous assure, les médecins ne vivent pas les mêmes confrontations en termes d'engagement collectif que vivent les militaires. Pour la patrie. Au niveau de la formation, regardez par exemple la formation militaire. Il y a un ensemble de modules qui vous obligent à la solidarité. Vous ne trouvez pas ça dans les modules de formation des médecins. La soumission. Et ensuite, l'armée, c'est la seule fonction où des citoyens s'engagent pour mourir pour leur patrie. C'est ce serment à la mort et à la patrie qui fait en sorte qu'ils sont très solidaires. Aux États-Unis, pendant très longtemps, si vous vouliez remporter facilement une élection, il fallait être un vétéran de guerre. C'était une démonstration pour le peuple américain que vous êtes prêt à vous consacrer à sauver leur vie. Et c'est pour cela que les meilleurs chefs d'État, depuis une certaine période aux États-Unis, ont été ceux qui ont conduit les plus grandes guerres. C'est resté dans l'histoire. Donc, aujourd'hui, lorsque vous avez un militaire à la tête d'une nation, ce n'est pas seulement un individu, c'est tout un corps qui s'engage au-delà de leur serment premier de se sacrifier pour la nation contre l'ennemi extérieur, mais c'est également maintenant prendre position pour les défaillances internes. Voilà la spécificité qui aujourd'hui mobilise autour on espère avoir, oui, allez-y. Répondre à mon frère Ghislain Guizé pour dire que en quoi le jeu serait-il un handicap? Lorsque le président français s'exprime, il dit j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, président. Moi, président. C'est différent de je. Si, c'est bien j'ai fait ceci pour les retraités, le président Macron s'exprime de la sorte. La même chose pour le président Trump. J'ai fait ceci, en quelques 2 ou 3 mois, j'ai fait contrairement à mes prédécesseurs. Donc, il n'y a pas, pour ma part, un aspect qu'on pourrait dire que lorsque le président s'exprime en utilisant le jeu, ça peut lui être préjudiciable. Bien au contraire. Il est le garant aujourd'hui des institutions. Et comme il l'a dit, et moi je répète, il ne faut pas qu'on joue avec les mots, moi je répète que ce mot bilan ne me sied pas à moi. D'accord. Pour ce qui est... À vous, Stéphie. Voilà, ne me sied pas. On devrait parler de réalisation, des actions, de tout ce qu'ils ont fait. En politique, quand on parle de bilan, c'est des gens qui ont été élus, des députés, des sénateurs, le président de la République. Il a un bilan à défendre. À ce moment-là, le mot serait... Mais pour moi, quand les journalistes posent cette question, je me dis, ils sont un peu à côté de la plaque. On va dans un instant aller du côté de Chibonga, dans la province de la Nyanga, faire un point avec notre correspondant Juldas Biviga, qui nous dira à quelques heures de l'ouverture officielle de cette campagne électorale rentrant dans le cadre de l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain, comment ça se passe dans les différents états-majors des 8 candidats. Ces 8 candidats sont-ils d'ailleurs tous représentés par des coordinations, par des QG dans les 6 départements de la province de la Nyanga? Juldas Biviga est en ligne. Juldas Biviga, bonsoir. Juldas Biviga, est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on a Juldas Biviga?
Bonsoir. Bonsoir Jules Dasbiviga. Je rappelle donc que vous êtes le correspondant de Télé Africa dans la province de la Nyanga. Alors, l'élection présidentielle aura lieu le 12 avril prochain, mais la campagne électorale, elle, s'ouvre pour 2 semaines ce samedi 29 mars. Dites-nous comment ça se passe à Chibonga, capitale provinciale de la Nyanga. Est-ce que les 8 candidats ont des quartiers généraux? Comment ça se passe? Eh bien, il faut simplement rappeler qu'à Chibonga, la ville est totalement calme, au-delà des différentes déclarations qui surgissent ici et là. Mais la ville est calme. Par contre, on annonce l'arrivée du candidat Brice Oligui Nguema à partir de la semaine 2. Alors, mais cela n'est pas encore confirmé. Et il faut rappeler simplement, que à Chibonga, le plus difficile encore, c'est ceux qui ont été choisis justement dans la coordination de campagne au niveau de la Nyanga. On retrouve plusieurs noms qui sont rejetés par les populations de Chibonga, notamment les RAC du Parti démocratique gabonais qui sont dans cette coordination et qui sont considérés aujourd'hui comme ceux qui cachent ce qu'il faut pour les populations. Donc, il faut le dire, c'est une bataille qui va se livrer et les populations veulent des nouvelles personnes qui doivent être dans cette coordination, des personnes qui sont totalement à Chibonga. D'accord? Alors, malheureusement, le constat est que la majorité de ceux qui sont dans cette coordination, ce sont des personnes qui vivent à Libreville, alors que les populations veulent voir les autochtones dans cette coordination pour mieux gérer cette campagne. Alors, c'est l'information qui est totalement répandue ici à Chibonga, au-delà des différents points de candidats qui sont déclarés pour cette élection présidentielle. Est-ce que sur le terrain, vous avez vu notamment des associations ou des coordinations de certains candidats échanger avec les différentes couches sociales? Est-ce que ces coordinations sont perceptibles? Bon, il faut rappeler simplement que les associations se déclarent ici et là pour soutenir la candidature du président Brice Oligui Nguema. Par contre, les échanges avec les populations, c'est simplement les appeler à voter pour un nouveau Gabon. Mais cela dit, la question reste du fait que cette campagne va-t-elle être différente des autres campagnes? Parce qu'il faut rappeler que les campagnes précédentes, les populations se plaignaient du fait qu'ils ne gagnaient rien comme financement au niveau des campagnes. Donc, la seule préoccupation aujourd'hui, c'est celle-là. Mais par contre, du côté des associations, elles sont plusieurs qui se lèvent et qui invitent les populations à voter pour le candidat Brice Oligui Nguema. Jules Dasbiviga, merci beaucoup pour ce point que vous nous avez fait. On aura le plaisir de vous retrouver ce 29 mars dans l'émission présidentielle 2025 pour nous dire comment est-ce que la campagne électorale a été lancée dans la ville de Chibonga. Alors vous venez d'écouter Jules Dasbiviga qui est correspondant de Télé Africa dans cette province de la Nyanga. On avait déjà fait le point par rapport à finalement ces sons de cloche qui remontent à la surface en provenance des provinces. Il y a comme un décalage entre Libreville et les 8 autres provinces en ce qui concerne les avis des populations locales, celles qui vivent, qui ont l'impression d'être marginalisées finalement. Mais je pense que la réalité est la même partout. C'est un format qui a souvent été implémenté pendant les périodes politiques. Nous qui vivons à Libreville, nous avons souvent pensé que toutes les décisions doivent partir de Libreville et se déporter à l'intérieur. Et ceux de l'intérieur ont souvent pensé que le fait qu'ils soient résidents doivent avoir la même mise sur un ensemble de choses qui se déroulent là-bas. Donc c'est une guerre qui ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est une guerre qu'on observe généralement en période électorale, parce que par derrière, il faut le reconnaître,
c'est le nerf de la guerre. Par derrière, c'est de l'argent. C'est l'argent qui pose ce problème. Parce que les uns et les autres se disent, mais comme ils font tout à Libreville, l'argent ce sera là-bas, et ils viendront tout simplement ici nous donner des miettes alors que tout le travail se fait ici. Je pense qu'il y a un problème de maillage. Il y a une difficulté dans le fait de mutualiser les forces dans des états-majors entre ceux qui vivent à Libreville et ceux qui vivent à l'intérieur du pays. Et c'est d'autant plus important que toutes les forces doivent être associées dans des états-majors politiques qui se mettent en place. Parce que les lecteurs, qu'on le veuille ou non, les lecteurs est d'abord à la base. Et si vous n'intégrez pas les résidents dans des états-majors que vous mettez sur pied, vous pouvez être sûr que s'il y en a qui peuvent vous saboter le travail, c'est ceux qui vivent à la base. Donc, ils ont effectivement raison de se plaindre sur cette question-là. Il revient maintenant à ceux qui ont élaboré, qui ont mis sur pied ces différentes coordinations, de faire un effort d'intégrer. Si déjà c'est les PDG pour lesquels les populations se plaignent ont été intégrés par le président de la transition, ben, pourquoi ne pas accepter d'intégrer ceux qui vivent dans les différentes localités, dans les coordinations qui ont été mises sur pied à Libreville? Alors, Pascal Koulou, mais on a quand même constaté qu'il y a une forme de stratification, de strate qui est faite par palier dans la composition de ces différents organes de campagne entre les coordinations nationales, les coordinations provinciales, les coordinations communales, même au niveau des arrondissements. Donc, dire que les populations locales ne sont pas représentées, ce n'est pas vrai dans l'absolu. Non, il faut s'en tenir à la nature des responsabilités qui incombent à chaque niveau d'exécution dans la chaîne de transmission de la volonté du candidat vers les populations. Les coordinations telles qu'elles existent, c'est vrai, elles sont peut-être beaucoup plus visibles parce que publiées au travers de certains supports, mais c'est des commissions techniques. Leur responsabilité s'arrête au niveau de la conception et de la transmission d'un certain nombre d'actes décidés par le candidat. Les comités de terrain restent donc les commissions d'action. Et malheureusement, c'est vrai que beaucoup de personnes ont fait le constat que ceux qui s'activent, ceux qui sont capables, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, aller de maison en maison, parler à un voisin, parler à un ami, le rassembler, et quelquefois même les conduire au meeting, et puis le jour du scrutin, motiver leur présence dans les bureaux de vote. Ces petites mains, généralement, n'apparaissent pas dans le radar de distribution des prébendes une fois l'élection terminée. C'est ce qui explique aujourd'hui que ceux qui sont à la tâche à ce niveau de responsabilité veulent eux aussi que leur travail soit reconnu et quelquefois même bien récompensé. Mais dans la structuration justement de ces coordinations sur le terrain, on voit bien que peut-être pas des responsables locaux à la tête des coordinations, mais la composition de l'ensemble des bureaux sur le plan local, mais c'est une composition des gens qui vivent sur le terrain, enfin. Qui vivent à Libreville. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est-à-dire que si vous prenez un arrondissement, je parle de, par exemple, Chibonga, si vous prenez le premier ou le deuxième arrondissement, vous allez voir qu'à la tête, il y a peut-être un ressortissant, un originaire de la province, mais qui vient à Libreville, mais le reste du bureau est composé des locaux aussi. Oui, mais c'est pour ça que je dis, ce sont des commissions techniques. Elles sont techniques, c'est-à-dire qu'elles n'interfèrent pas directement dans le comportement électoral des citoyens. Ce n'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est le candidat a envoyé 10 000 t-shirts, on les repartit au comité d'action qui sont sur le terrain. C'est au comité d'action c'est à eux qu'incombe la responsabilité de sensibiliser, de mobiliser, de fixer l'électeur pour le conduire au bureau de vote. Bon, ce qui est vrai, c'est que ce travail qui est à la base du choix de l'élection du candidat en termes de victoire acquise n'est pas souvent bien valorisé parce que les commissions techniques sont en grande majorité occupées par de très hauts cadres qui sont dans la haute administration, qui sont au gouvernement, qui sont au parlement. Donc ils font écran à ces petites mains que l'on retrouve dans les villages, dans des petites villes
même ici à Libreville, vous savez, si vous êtes dans la coordination communale, ça veut dire que vous avez un niveau de responsabilité administrative qui est important. Or, si vous êtes dans la commission d'arrondissement, ça veut dire que vous avez un niveau de responsabilité administrative et politique qui est très réduit. Seulement, c'est vous qui constituez l'élément, c'est-à-dire peut-être le maillon faible au niveau de la représentativité sociale, mais c'est vous le maillon fort au niveau de la mobilisation et du choix qu'opère l'électeur. Donc, comment, la question c'est comment récompenser et valoriser leur travail. Et à ce niveau, c'est malheureusement les partis politiques qui échouent. Parce que c'est les militants de partis et ils sont tenus d'obéir à la structuration de leur parti. Merci Pascal Nkoulou. On reviendra sur ce point dans nos prochaines émissions puisque la campagne électorale s'ouvre ce samedi dans quelques heures seulement. Stéphie Olion, il nous reste 1 minute avant de mettre un terme à l'émission. Malheureusement, c'était votre conclusion aussi. Ghislain Guizet s'était exprimé il y a quelques minutes déjà. Vous allez conclure, on n'a plus de temps. Vous allez conclure donc, Stéphie Olion. Merci de me faire cet honneur-là. Il faut dire que cette campagne qui va débuter, comme nous l'avons dit, c'est une rencontre entre un homme et son peuple. Et aujourd'hui, qui mettent le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema sur la stratosphère. Et nous attendons simplement le pourcentage qu'il va avoir. Les questions des coordinations sont des questions qu'il faut relayer. Ce n'est pas le plus important. Le plus important est que les Gabonais et Gabonaises qui ont porté cette candidature, qui ont demandé à M. Oligui Nguema de se présenter, puissent aller voter massivement le 12 avril prochain pour qu'il soit élu avec le meilleur score possible. Merci également à vous, Pascal Nkoulou, d'être passé sur le plateau de cette émission présidentielle 2025, on vous dit tous. Donc dans quelques heures seulement, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle sera donc ouverte pendant 2 semaines. 8 candidats sur la ligne de départ au contact des Gabonais afin de solliciter de leur suffrage. Merci de nous avoir regardés. On se retrouve ce samedi 29 mars 2025 pour faire le point sur cette première journée de campagne. Bonne suite des programmes sur Télé Africa.